Ça serait le temps de passer la parole à ma super collègue Maya Boivin-Lalonde, qui est enseignante, agronome, chercheur, apicultrice, qui a beaucoup de chapeaux, mais qui aujourd'hui porte surtout le chapeau d'agronome en production maraîchère et séricole sur la Côte-Nord. Fait que Maya vient un peu nous témoigner de ses observations sur le terrain, puis de nous parler de ses projets en cours aussi. Fait qu'on est content de t'avoir aujourd'hui, Maya, avec nous. Puis on voit bien ta présentation, fait que Oui, c'est bon, tigui. vous m'entendez bien tout le monde? Oui, Oui, bonjour, mais merci pour la présentation, Charlotte. C'est moi qui ai le bonheur d'offrir du service conseil sur les fermes maraîchères de la Côte-Nord depuis maintenant 5 ans et de relever le défi avec les producteurs d'amener à bien leur, euh, leur production. Sommairement, là, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la région de la Côte-Nord, puis de ses enjeux agroalimentaires. Euh, puis, suivant là, mes 5 dernières années, un peu les observations que j'ai faites sur le terrain pour bien réussir votre projet maraîcher. Puis le résultat, encore une fois, là, global de quelques essais qu'on a fait à la firme. Puis j'aimerais d'ailleurs remercier tous les producteurs et productrices agricoles qui disent souvent oui à tous les projets qu'on leur amène pour comprendre un peu mieux leur réalité puis pouvoir ainsi là, mieux les guider. La région de la Côte-Nord, c'est une magnifique région. C'est une grande région qui fait un peu plus là, de 350 000 kilomètres carrés et dans lesquels on retrouve le 0,37 habitants au kilomètre carré. Et le climat est de froid à tempéré jusqu'à subarctique, étant donné là, la grandeur du territoire. Si vous y êtes jamais allé, je vous invite grandement à y aller. C'est magnifique et les gens sont tout à fait gentils et toujours prêts à relever plein de défis. Quand on regarde la production agroalimentaire de la Côte-Nord, ben évidemment, elle se caractérise là, par la pêche, mais aussi par, dans le fond, des superficies agricoles qui sont non utilisées sur les différentes MRC. La production majoritairement de fruits. On voit qu'on a 34 là, de production de fruits sur la côte nord. Essentiellement, c'est la production de bleuets nains avec plus de 5000 hectares, mais on retrouve aussi beaucoup de production fruitière émergente comme l'argousier, la chicoutée, l'érel qui sont actuellement là, étudiés à l'aide avec le centre de recherche le CEDFA. Puis on retrouve aussi de la production maraîchère, essentiellement des petites entreprises pour répondre à un besoin alimentaire des communautés qui vivent en milieu éloigné et nordique. Et aussi une production de pommes de terre. Charlotte vous le disait, les sols sont sableux. Donc, c'est un beau site là, pour la production de pommes de terre. Évidemment, faire la production maraîchère en milieu nordique, ben, ça relève du défi. Puis, on estime que les conditions météorologiques extrêmes menacent l'autonomie alimentaire dans le fond régional. Quand on parle d'accessibilité aux productions alimentaires, en fait, on parle autant au niveau de l'offre de légumes frais que du prix aussi qu'on va retrouver sur les tablettes. Donc, les initiatives dans les différentes communautés servent beaucoup à répondre, dans le fond, à un enjeu de sécurité alimentaire. Alors, quand on souhaite démarrer un projet maraîcher, pour bien le réussir, il faut avoir, j'ai essayé de condenser ça en 7 éléments essentiels. Il faut assurément avoir une main-d'œuvre qui est locale et qui est qualifiée. On travaille là-dessus avec la formation d'un réseau de fermes éducatives là, au niveau maraîchage. On va vous en reparler. On cogite un petit peu là-dessus. Sachez que on cherche à vous offrir des gens compétents qui résident proche de chez vous. Et comme les conditions météo
relève du défi, hein. Mélodie vous l'a présenté au début, les températures sont très froides en début de saison, donc on a vraiment un printemps hâtif. Puis ensuite, on va s'en aller vers un automne plus clément. Puis on retrouve quand même, malgré un départ, je dirais, de 3 à 4 semaines plus tard, des récoltes qui vont être au même moment qu'au centre du Québec. Donc, il y a un gain qui est fait là. Peut-être au niveau de la clarté, là, de la période d'ensoleillement qui est supérieure là, durant l'été. C'est des questions qu'on se pose. Quoi qu'il en soit, les températures froides nécessitent là, de forcer techniquement, d'où l'importance d'être bien formé pour réussir son projet ou encore d'être bien accompagné. Il faut aussi renforcer la structure organisationnelle. C'est faux de penser que vous allez arriver à mener un tel projet seul. Si on pense entre autres aux activités de production, aux activités de mise en marché, aux exigences administratives, à la recherche de subventions, ben, c'est un projet que vous ne pouvez pas porter seul sur vos épaules pour le bien de votre santé mentale. Il est important aussi pour assurer votre pérennisation financière, ben, de diversifier vos sources de revenus qui peuvent être autant en production, en services, production de transplant. Il faut user un petit peu d'imagination puis voir un peu quels sont les besoins de votre environnement puis de votre communauté. Il faut adapter les techniques aux réalités nordiques. On y travaille, on fait de la recherche, l'innovation. Les producteurs sont avec nous pour réaliser différents aussi essais à la ferme. Mais vous produisez souvent pour répondre à un besoin de la communauté. Donc, c'est important de mobiliser puis d'impliquer votre communauté dans le projet. C'est important, par exemple, que les fermes soient centralisées au centre de la communauté, de faire des périodes d'apprentissage, d'échange, de collaboration. Puis évidemment, ben, on vous encourage à intégrer la recherche, l'innovation, puis le transfert de connaissances pour pouvoir vraiment bien adapter les différentes techniques ou les différents défis que vous allez à relever. Puis ensuite, ben, pour votre crédibilité, pour votre viabilité financière, puis pour votre souci de production, ben, on vous invite à développer des partenariats qui vont être stratégiques, qui peuvent être avec des CCTT, avec d'autres firmes. On peut penser à, par exemple, des mises en marché collectives. Il y a quand même un enjeu de production pour une population qui est locale, puis on n'a pas la population de Montréal, donc c'est important à ce moment-là d'être bien stratégique. Donc, je vous dirais que c'est les 7 éléments à bien réfléchir quand vous souhaitez réaliser, vous êtes au départ là, d'un projet maraîchage, projet de maraîchage. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus à l'adaptation des techniques aux réalités nordiques. Bien souvent, quand vous allez démarrer un projet maraîcher, vous partez pas d'un sol qui est riche, vous partez pas d'un sol qui est déjà à portée agricole, hein. Très souvent, on part de forêts boréales qui vont être coupées, il faut préparer les sols. Vos sols, ils sont avec des pH acides. On retrouve aussi souvent beaucoup d'humus, mais c'est très souvent un humus qui est de type mort, donc c'est pas un humus qui va bien aller nourrir vos plants, donc il faut travailler aussi à ce niveau-là. Puis vous n'avez pas toute la vie microbienne, hein. Vous avez une vie microbienne forestière plutôt qu'une vie microbienne agricole. Donc, il faut se donner le temps de bien préparer vos sols pour la production maraîchère. Puis dans bien des cas, une production maraîchère, c'est un travail à l'année. Il y a des périodes de rush en saison, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui peut être là à l'année pour venir supporter la ferme, bien faire la planification. Donc, c'est vrai là, dans les deux cas, autant sur le terrain là, qu'au niveau de la main-d'œuvre, bien préparer vos sols en amont pour vous donner le maximum de chances de succès. Parce que quand on part un projet puis que ça fonctionne pas bien, c'est vraiment démoralisant. Alors, on veut se donner un maximum de chances de succès. Ensuite, ben, on l'a vu, il fait froid, la saison est quand même courte. Il faut forcer pour aller chercher, à essayer d'aller chercher un gain de température. Charlotte vous l'a bien présenté. On vous encourage vraiment à
utiliser des transplants. Quand on parle d'utiliser des transplants, ben, ça demande d'avoir l'espace nécessaire, hein. Il faut partir bien avant le début de saison. Donc, souvent en mars, il faut que ces endroits-là soient accessibles. Souvent, il y a des enjeux aussi de livraison. Donc, il faut penser déjà au mois de novembre à ce que vous avez de besoin pour pouvoir l'avoir sous la main. Euh, Utiliser des bâches flottantes. Les pétrantes ont été très appréciées là, avec les grands vents. Ça tenait plus en place, c'était moins déchirant. Donc, ça peut être aussi des stratégies que vous devez mettre l'avant. Puis, évidemment, ben, valoriser les cultures en environnement contrôlé si vous souhaitez produire sur une plus longue période pour répondre à vos besoins. Maintenant, je vais vous présenter sommairement un peu les résultats que face à différentes questions qu'on se posait sur le terrain. Les résultats sont quand même sommaires. Vous allez peut-être avoir plusieurs questions. Je vais y aller rapidement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous aimeriez revenir un petit peu sur le sujet. Donc, le fait est que souvent, ben, dans une ferme maraîchère, les postes de dépenses très, très importants là, qui vont demander énormément de main-d'œuvre, ben, c'est les postes de récolte, puis c'est les postes de contrôle de plantes adventistes, là, où on est souvent en train de devoir faire du désherbage. Or, en contexte éloigné, on n'est pas du tout comme dans une ferme au centre du Québec où on a accès à des cumas, on n'a pas accès non plus à toutes les machineries disponibles. Donc, on a des machineries peut-être plus limitées. C'est plus difficile de partager aussi de la machinerie. Donc, on se demandait à ce moment-là, ben, comment on peut bien travailler efficacement pour contrôler les mauvaises herbes. Dans ce cas-ci, on a fait un essai à la ferme où on a essayé de contrôler une pression de chien-dent en utilisant deux techniques, soit une jachère avec un outil à 3 dents porté par un BCS, puis une occultation par engrais vert. Statistiquement, les résultats nous ont pas montré de différence significative, mais si vous voyez la pression du chien-dent en pourcentage là, de recouvrement, on était là au départ là, avec une forte pression de chien-dent. Vous voyez en bleu l'utilisation d'engrais verts, on voit la pression de chien-dent qui diminue. Puis en fin de saison, là, vraiment un meilleur contrôle au niveau du chien-dent par les engrais verts nécessairement parce que le soc est occulté. Alors que par une jachère, ben, on semble, là, la jachère dans ce cas-ci, c'est fait sur 4 semaines. Idéalement, on cherche plutôt un 6 semaines. La saison est courte, c'est pas toujours possible. On cherche aussi un maximum de température. Donc, on semble ici avec la jachère plutôt avoir pas valorisé, mais vous voyez, on n'a pas grande différence là, au niveau de la pression du chien-dent. Mais avec les engrais verts, en fin de saison, là, on a un bon contrôle de la présence du chien-dent. Et même l'année suivante, avant de rentrer en culture, on voit que il y a moins de présence du chien-dent. Ce qui me fait dire ben, de vous encourager à utiliser des engrais verts et à les prévoir dans vos superficies. Donc, autant que possible, si vous cultivez à l'extérieur en champ des cultures maraîchères, calculez des superficies pour pouvoir minimalement utiliser des engrais verts à la dérobée, c'est-à-dire après votre saison de culture, mais idéalement d'avoir des parcelles d'engrais verts de pleine saison, donc des parcelles qui sont dédiées dans votre rotation de culture à avoir des engrais verts. Et là, on pense à des engrais verts, là, des mélanges très simples comme du sarrasin, un mélange de pois avoine, par exemple, que vous pouvez semer à la volée. En faisant cette technique-là, on pouvait se demander, ben, coudonc, est-ce que en utilisant, par exemple, du pois, qui est une légumineuse, est-ce que je vais venir valoriser nos rendements? Ça a pas été le cas. Donc, statistiquement, peu importe la technique utilisée, que ce soit dans la betterave ou la pomme de terre, on a, dans les deux cas, une bonne compétitivité des cultures avec le chien-dent, mais on va pas chercher plus de rendement. Donc, ça serait encore un petit peu à valoriser. Au niveau des études, de la longévité, là, un peu des engrais verts, si on viendrait valoriser, par exemple, des engrais verts de type légumineuse, là, comme le pois.
Ensuite de ça, différentes questions qu'on pose sur le terrain, hein. Il y a beaucoup de monde qui ont des questions avec la fertilisation. On est en agriculture bio, on travaille avec des géotextiles, on travaille avec des couvertures flottantes. Les sols sont très sableux, donc avec une faible rétention. Alors moi, je viens toujours vous demander de fractionner. On essaie de fractionner au maximum. C'est pas évident faire ces applications-là avec tous les tissus qui se retrouvent sur la culture, par exemple en termes de temps. Puis il fait très, très froid au printemps. Et ça prend des températures pour activer la vie microbienne, la minéralisation des sols. Alors, on se demandait, est-ce que d'appliquer un compost, par exemple, à l'automne versus au printemps serait plus favorable? Euh, dans le fractionnement, est-ce que d'utiliser, par exemple, de la farine de plume qui est comparativement à l'actisol, qui est très légère, qui est très disponible au niveau de l'azote versus, par exemple, un 1800 qui est un élément nouveau à base de tourteaux de soya qui était avant accepté en régie bio. Maintenant, il ne l'est plus là, depuis tout récemment, mais pour les fermes qui ne sont pas certifiées bio, qui peut passer, par exemple, dans le système d'irrigation. Alors, on a fait différents essais dans ce sens-là et on n'a pas vu de différence à savoir si au niveau de nos rendements, si on appliquait par exemple le compost au printemps versus le compost à l'automne ou si on avait une valorisation là, par rapport à la farine de plume ou le 1800. Mais on va voir puis on va chercher de façon peut-être un peu plus précise, on voit que l'application de compost versus ce qu'on appelle là, le high dose, là, c'est une forte application d'azote, mais on voit quand même qu'on a une augmentation de rendement. Ces études-là, on les a fait sur des cultures maraîchères qui sont de courte durée, qui sont peu demandantes en fertilisation, des cultures maraîchères qui sont plus de type moyenne. Donc, quand je parle de cultures courtes ou peu demandantes, on peut penser à la laitue, on peut penser au mesclun. Des cultures moyennement exigeantes, la betterave, la carotte, puis des cultures plus longues, ben, on est allé vers le chou. Euh, tout ça me fait dire que ben on a encore beaucoup de questions, mais que quand on est en présence de cultures courtes, la présence d'azote rapidement disponible en début de saison est extrêmement importante. Alors que quand on va chercher des cultures comme le chou qui sont plus longues mais qui ont une bonne adaptabilité, ben c'est important de venir soutenir ces cultures-là. Donc, on peut dire que l'apport, la disponibilité de l'azote, le fractionnement, la dose qui va être apportée est d'autant plus importante que le moment où on va appliquer le compost. Fait important, le compost qu'on a utilisé lors des essais en 2024 et 2025 avait un rapport C sur N de 5. Donc, vraiment, là, un compost très, très, très actif. Alors, je vous dirais, quand vous utilisez les composts, de bien prendre connaissance, peut-être avec votre fournisseur, de l'analyse C sur N de votre compost qui va être utilisé, qui pourrait venir jouer sur la vitesse de minéralisation. Globalement, je vous dirais les éléments à retenir si vous souhaitez réaliser un projet et réussir un projet maraîcher, ben, c'est de prendre le temps de préparer vos sols adéquatement, puis d'être bien accompagné, de valoriser l'usage d'engrais verts, pardon, donc, et de prévoir les superficies, un système de rotation qui va vous permettre l'usage de parcelles d'engrais verts de pleine saison. Vous avez de grandes forêts boréales. Quand vous défrichez grand, pensez aujourd'hui, pensez à demain. Les engrais verts vont venir aussi nourrir votre sol, nourrir la vie de votre sol, va vous permettre de contrôler vos mauvaises herbes, vos plantes adventices, du moins les plantes telles que le chien-dent. Vous allez faire une économie de temps à cet égard-là. Euh, Amendez vos sols en considérant les ingrédients qui le composent. Donc, on veut toujours valoriser l'application de compost.
Par contre, les composts sont souvent dans les ingrédients, on retrouve souvent de la mousse de tourbe qui est à pH acide alors qu'on travaille déjà avec des pH acides. Demandez le rapport C/N. Pour les cultures de cycle court comme la laitue, le mesclun, assurez-vous une disponibilité immédiate de l'azote qui semble vraiment un élément clé. Puis, assurez-vous que le fractionnement est réalisable avec des doses d'azote quand même à des doses adéquates pour vos différentes cultures. Donc, ce serait un petit peu là, les conseils peut-être techniques que je pourrais vous donner suivant les différentes observations faites sur les fermes pour bien réussir votre projet. Dans tous les cas, je demeure disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Puis, ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci, Maya. C'est super intéressant de voir les projets plus adaptés aux besoins de chaque ferme, là, spécifiquement.